Bonjour à tous, Arnaud Clavé, chirurgien orthopédiste à Nice et secrétaire général de Chaos France. Je vous remercie d'abord pour votre participation à ce premier grand événement qui, j'espère, sera un succès et pourra en motiver d'autres derrière. Concernant cette session, on m'a donné la lourde tâche de vous parler des contraintes liées à la navigation. Donc, concernant la navigation, c'est bien évidemment une longue histoire d'amour, puisque les premières procédures naviguées ont été réalisées dans les années 90, avec notamment Frédéric Picard et Dominique Saragaglia, qui ont réalisé en 97 la première PTG naviguée. Depuis, ces technologies n'ont bien évidemment cessé de se développer et de se perfectionner, notamment en proposant des approches différentes. Mais malgré maintenant une existence trentenaire, on peut considérer qu'elles sont restées confidentielles, est probablement victime du cycle de hype, de développement peut-être un peu resté limité et d'absence de support pédagogique ou marketing. Ainsi, seuls 3 à 5 des PTG sont navigués aux États-Unis et en Angleterre, pour moins de 3 en France. Et à contrario, en Australie, ce taux est passé de 2,4 en 2003 à 30,8 en 2016. Et étant donné les similitudes concernant ces pays en termes de démographie, de cursus médical, d'accès aux technologies et de beaucoup d'autres aspects, on peut se demander à quoi est due cette différence, hormis peut-être leur kangourou boxeur. Et ce, d'autant plus que la littérature est unanime quant à l'apport sur la précision, le placement des implants et même la survie euh, des PTG navigués. Alors, une des pistes pouvant expliquer ces écarts de taux d'utilisation réside dans une différence d'acceptation des contraintes liées. Et qu'est-ce qu'une contrainte? Une contrainte, c'est un facteur limitant qui va limiter la performance globale, mais qui va aussi en limiter la capacité d'une équipe à utiliser ou à vouloir utiliser cet outil. Et il est important de garder à l'esprit que tout système possède ses propres contraintes. Il existe 3 types de navigateurs: les navigateurs classiques à console, imageless pour les plus courants, les image-based, quasiment disparus, et des navigateurs simplifiés ou portatifs basés sur des gyroscopes et des accéléromètres. Et bien évidemment, chacun a ses propres contraintes. Néanmoins, il existe des problématiques communes. Ainsi, pour tous ces systèmes, la première des contraintes est organisationnelle. Elle concerne le caractère fermé ou ouvert du système de navigation. En cas de système propriétaire, donc fermé, le choix de l'implant est imposé et on ne peut pas forcément utiliser ce qu'on souhaite, et donc ça ne peut ne pas correspondre à la philosophie, aux habitudes antérieures. Cela vient parfois en contrepartie de la mise à disposition gracieuse de l'appareil et ou des consommables. Il existe à côté de ça des plateformes ouvertes comme la station Blue IGS d'Orthoki qui permet l'utilisation de n'importe quel implant avec des navigations génériques ou adaptées. Ces solutions n'obligent pas à un changement d'implant et facilitent l'utilisation dans des établissements où différents implants sont utilisés. A contrario, elles nécessitent souvent l'achat ou la location du matériel et du consommable, qui peut représenter un coût non négligeable, puisque une station de ce type, ça coûte environ 100 000 euros. Les systèmes portatifs rencontrent grosso modo les mêmes contraintes, mais avec un coût d'investissement initial bien inférieur, voire nul, et un coût en consommable, quant à lui, par contre, généralement supérieur. En ce qui concerne les contraintes un peu plus propres, et notamment pair-opératoires, la principale des contraintes, en tout cas la première souvent qui est exposée, concerne les trackers, qui donc sont les corps rigides, qui vont permettre le suivi et le recalage. Et le premier problème, c'est l'encombrement du système broche corps rigide tracker, qui peut obliger à modifier la voie d'abord, qui peut entraîner des conflits avec les parties molles ou des micro-mouvements qui vont fausser les données, et qui nécessite dès le départ un bon positionnement afin d'éviter des défauts de visibilité tout le reste de l'intervention, ou alors même des impingements avec l'ancillaire. De la même manière, un mauvais placement des broches de ces trackers peut entraîner des douleurs, des infections, voire des fractures. L'équipe de Versailles de Philippe Beaufils a publié en 2010 un risque de fracture de 1,3%, ce qui n'est pas négligeable. Il retrouvait plutôt des fractures au niveau du fémur autour de la 12e semaine post-opératoire. Ces dernières étaient habituellement précédées de douleurs en cuisse. Les facteurs de risque associés étaient généralement un placement transcortical d'au moins une des broches, de multiples perçages réalisant un motif de timbre-poste
et des patients obèses. Le conseil était donc d'utiliser des broches de diamètre le plus petit possible et de les placer en bicortical et plutôt en zone métaphysaire. Au même titre, l'enregistrement des landmarks osseux est une étape cruciale et ressentie souvent comme fastidieuse et malheureusement souvent négligée. Alors pour ça, les systèmes ont su évoluer vers une nette amélioration de leur interface et de l'expérience utilisateur, et les solutions modernes vont permettre une acquisition des landmarks plus intuitive, plus rapide et souvent personnalisée, qui peut prendre moins de 2 minutes. Tout ça entraîne au départ un allongement assez important du temps opératoire, classiquement de 30 minutes. L'utilisation des nouveaux instruments, le placement des broches, des trackers, la familiarisation avec l'interface du système, ça, c'est un impact significatif. Néanmoins, la rétroaction immédiate sur la position du composant et la planification pair-opératoire, qui va éviter les recoupes ou le tâtonnement pair-opératoire, peut permettre de regagner un petit peu de temps, mais ce n'est pas quelque chose qui au départ est intuitif, ni facile, ni optimal. Donc il a une obligation d'adapter son workflow au départ. Alors la plupart des études ont tendance néanmoins à montrer que cet écart diminue assez rapidement pour devenir insignifiant avec l'expérience. C'est donc important en début d'utilisation d'alléger ces programmes, de savoir alléger ces programmes, de prendre le temps nécessaire à l'apprentissage des particularités de chaque système. La compréhension de leur philosophie de fonctionnement est indispensable pour éviter des erreurs d'utilisation grossières, souvent décevantes, qui vont dire la machine elle marche pas, alors qu'en fait on n'a pas pris le temps de comprendre comment la machine fonctionnait. Et de la même façon, la présence du représentant peut être utile en début d'expérience, tout comme le recours à des visites chez des chirurgiens experts. Quoi qu'il en soit, ces moments passés ne doivent pas être considérés comme une perte de temps, car ils sont corrélés à une nécessaire courbe d'apprentissage. Jean-Yves Gény et Frédéric Picard ont particulièrement bien étudié le sujet dans leur revue de la littérature de 2017. Ils rapportent une courbe d'apprentissage courte de 20 à 30 prothèses. De bons résultats sont obtenus dès le début de leur expérience par des chirurgiens débutants. Cela est probablement dû au fait d'une rétroaction continue pendant toutes les phases de la chirurgie. La durée de cette courbe ne semble par ailleurs pas être affectée de façon significative par le système utilisé, à condition que ce système soit bien utilisé. Cependant, pour Jones, les systèmes portatifs ont un temps d'appropriation plus court, du fait de leur moindre complexité et du plus faible niveau d'information donnée. Il est par ailleurs aussi intéressant de noter qu'il n'existe aucune recherche comparable sur la courbe d'apprentissage de PTG avec une instrumentation manuelle standard. Et on pourrait supposer que cette courbe d'apprentissage soit plus longue qu'avec un système de navigation. Gény et Picard concluent donc, d'après la littérature actuelle, que la navigation est un outil d'enseignement efficace à la fois pour le chirurgien novice, mais aussi pour le chirurgien expérimenté. Alors, les raisons de vouloir se mettre à la navigation sont diverses. Il peut s'agir d'un effet de mode, comme dans les années 2000, ou plutôt de marketing pour répondre à la pression des patients vis-à-vis des nouvelles technologies. D'autres souhaiteront évidemment un outil améliorant leur précision et leur répétabilité, fournissant par ailleurs un support médico-légal. Pour les centres universitaires, il peut s'agir d'un outil pédagogique encadrant l'apprentissage des plus jeunes. Pour eux comme pour d'autres, enfin, il peut s'agir d'un moyen de récolter et d'analyser des données objectives, nous permettant de mieux comprendre cette chirurgie et d'en faire progresser et ou valider les concepts. En réalité, toutes les contraintes existantes sont à confronter à ces motifs. D'ailleurs, motivation, en étymologie, vient du mot motif, lui-même emprunté au latin motivus, qui veut dire mobile, et movere, dont l'équivalent en français est mouvoir. Il signifiait en ancien français ce qui met en mouvement, et cette motivation est l'élément qui va définir in fine le niveau de contrainte perçu. Dans tous les cas, je crois qu'il faut savoir être capable, quel que soit son niveau, d'accepter ses contraintes et d'accepter une remise en question à la fois de sa pratique et de ses connaissances. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon congrès à tous.